2 juillet 1966, la France réalise son premier essai nucléaire sur l'atoll polynésien de Mururoa. À cette époque, le général de Gaulle décide d'implanter à Tahiti le CEP, le Centre d'expérimentation du Pacifique, pour développer l'arme atomique. En contrepartie, il promet aux Tahitiens un développement économique sans pareil. Votre avenir, il peut être magnifique. Tout vous destine à être un centre essentiel des grandes communications du Grand Pacifique. Les essais nucléaires vont accélérer le développement de Tahiti. Ports, aéroports, routes, la Polynésie française va se moderniser en un temps record et jouir d'un développement sans précédent. En 20 ans, le niveau de vie de ce territoire a presque doublé, mais la médaille a son revers. Quand les essais nucléaires ont été définitivement arrêtés en 1996, le chômage et la pauvreté ont augmenté dramatiquement. Bonjour monsieur. Pour Jacques Hydrolet, le vice-président actuel de la Polynésie française, le nucléaire est à l'origine de l'exclusion de beaucoup de Tahitiens. Asseyez-vous, allez-y. C'est depuis que la France a décidé unilatéralement de procéder à ces essais nucléaires en Polynésie que ce prolétariat-là s'est constitué. Donc ils sont venus, la France est venue en Polynésie et à partir de là a développé une stratégie pour drainer vers elle le maximum de main-d'œuvre possible et imaginable. Ceux qui étaient dans les secteurs d'activité primaire, qui travaillaient dans l'agriculture ou dans la pêche, ont tout abandonné pour venir travailler pour le Centre d'expérimentation du Pacifique. Ceux qui étaient dans les îles ont abandonné leurs îles pour venir à Papeete. Et pour les attirer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté les salaires. Ils ont proposé des salaires mirifiques. Les gens sont arrivés un peu comme des insectes sur une lumière. Et à partir de là, une fois qu'ils ont eu ça, ils n'ont plus voulu repartir dans leur île. Ils se sont agglutinés sur Papeete et autour de Papeete. Et ces gens-là, une fois que le CEP, le Centre d'expérimentation du Pacifique, n'a plus d'activité, ils se sont retrouvés au chômage. Ces familles, voici où elles vivent aujourd'hui. Dans le plus grand bidonville de l'île, le long de l'aéroport de Tahiti. Ce sont leurs grands-parents qui ont construit ces cabanes de chantier à la fin des années 60, occupées aujourd'hui par leurs petits-enfants, la plupart sans emploi. Ici, à l'abri des regards des touristes, ces Tahitiens vivent souvent dans la violence. Pendant 20 ans, un homme a présidé aux destinées de la Polynésie, Gaston Floss. Le voici au moment de sa superbe. Ces images ont été tournées le 28 juin 2000. Ce jour-là, il inaugure en grande pompe son tout nouveau palais présidentiel. Ce bâtiment appartient à tous les Polynésiens. Plus de 2000 invités sont venus découvrir cette résidence d'un faste royal avec son escalier monumental réalisé par les ouvriers du château de Versailles, son mobilier façon empire et ses lustres en cristal. À l'époque, l'opposition dénonce cette folie de 30 millions d'euros pour une population de l'ensemble de la Polynésie équivalente à une ville comme Limoges. Mais celui que l'on surnomme Gaston Ier a l'habitude de se voir contester sa gestion. Il a fait l'objet en 2004 de 3 mises en examen pour détournement de fonds publics. Pour l'une d'entre elles, il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Les 2 autres ne sont pas encore jugés. Jacques Hydrolet, qui à l'époque était l'un de ses principaux opposants, se souvient de sa manière très autocratique de gouverner. M. Floss décidait de tout, de la pluie et du beau temps, en sachant que même à Paris, il n'avait pas besoin d'aller rencontrer les ministres. Il n'avait pas besoin de voir le Premier ministre. Il lui suffisait d'aller voir son ami de 30 ans à l'Élysée pour obtenir ce qu'il souhaitait. Donc c'est comme ça que la vie politique se passait dans notre pays, mais les choses ont bien changé.